Yannick Enel, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui pour cette conversation. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente rapidement. Vous êtes écrivain, vous avez publié de nombreux ouvrages. J'en cite quelques-uns. Je pense à Cercle, à Jan Karski, à Tiens, ferme ta couronne. Vous êtes aussi chroniqueur à Charlie Hebdo depuis quelques années. À ce titre, vous avez publié récemment Notre solitude, qui est pas tant un roman, mais un témoignage de l'expérience que ça a été pour vous de chroniquer le procès des attentats de janvier 2015. Aujourd'hui, on vous reçoit pour votre dernier ouvrage que vous publiez chez Gallimard dans la collection L'Infini. Son titre, c'est « Le trésorier payeur ». Alors, le trésorier payeur, c'est le personnage principal de votre ouvrage. On le rencontre, c'est un jeune homme, étudiant en lettres et en philosophie, et au détour d'un job d'été, d'un stage à la Banque de France, il a une révélation, on pourrait dire. Ce qui devient urgent à ce moment-là pour lui, et au fond à quoi il va se consacrer, c'est de penser l'économie, on pourrait le dire comme ça. Vous lui avez donné comme patronyme Georges Bataille, et à un moment du livre, vous dites c'est un petit peu Rimbaud chez les capitalistes. Donc, il me semble que ça donne le ton de qui est ce trésorier payeur, mais on s'est dit que pour commencer, pour faire un petit peu plus connaissance avec lui, on vous a demandé de lire un extrait, vous avez eu la gentillesse d'accepter, donc je vous donne la parole et on vous écoute. C'était un matin lumineux. Il avait 20 ans et se demandait quoi faire de sa vie. L'incertitude ne l'inquiétait pas. Il espérait au contraire ne jamais cesser de se poser des questions. La certitude n'est-elle pas une erreur ? C'était quand même incroyable ce qu'il avait vu au fond de la banque. N'avait-il pas eu la chance de pénétrer dans le système ? En un sens, c'était aussi exaltant que de plonger au cœur de la philosophie, aussi grisant que d'errer à travers les labyrinthes du savoir absolu de Hegel. La seule vraie question des temps modernes n'était-elle pas celle de la richesse ? Que cette richesse fût celle de l'esprit ou celle des biens, c'était à l'avenir d'en décider, c'est-à-dire à lui qui, en s'introduisant dans cet univers, allait vouer sa vie à en éclairer l'énigme. Voilà, il se figurait comme un aventurier de l'esprit, et cette possibilité qui s'ouvrait soudainement dans sa vie lui offrait une vocation. En se consacrant à l'étude de l'économie, qui avait remplacé toutes les grandes questions, il allait creuser un trou à l'intérieur de la banque. Et en s'approchant de son feu invisible, qui n'était pas l'or, mais autre chose de plus bouleversant, de plus dangereux, il irait bien plus loin que la souterraine, il percerait le coffre-fort métaphysique du monde et mettrait au clair les fins dernières. Cette perspective lui parut satisfaisante. Dans un grand éclat de rire, il sortit du Père-Lachaise, il traversa la place Gambetta, prit un café croissant au comptoir des Petits Oignons, puis en longeant l'hôpital Tenon, se dirigea vers la sortie de Paris, direction Porte de Bagnolet. En marchant, il entendait des loups hurler dans sa tête. Ces cris de la solitude l'enchantaient. Rien ne lui plaisait plus que de trancher les liens. Être seul, c'était s'accorder enfin à une vérité qui dédaigne les bavardages et la comédie sociale. Un étrange été d'incertitude allait s'achever, et le loup qui hurlait en lui clamait avec joie sa liberté. Il allait rompre avec une vie vécue d'avance, celle du professorat, celle des publications et des colloques universitaires, une vie qui, en s'accordant à ce qu'il savait faire, lui promettait la réussite, le prestige, l'ennui. Cette décision de rompre avec lui-même, mais était-ce vraiment une décision ? Il allait d'abord en faire sa légende, la raconter comme une scène de roman, fignoler son interprétation, lui donner cette curieuse tournure de blague ratée, et puis finalement,
à force d'en répéter les avantages, y souscrire. En franchissant la porte de Bagnolet, il admira les 2 tours des Mercuriales. Elles se dressaient dans le ciel avec une finesse de reine. Les bâtiments sont toujours désespérément masculins. Elle, au contraire, avait une grâce féminine. Il les salua joliment, comme un mousquetaire qui fait la révérence en ôtant son chapeau empanaché, et leur déclara avec un peu de bouffonnerie « Je vais placer l'économie à la base de la poésie ». Donc votre livre nous a éveillés. D'abord par le grand plaisir que nous avons eu à le lire, à vous lire, et puis aussi par ce trajet inédit, singulier, non reproductible du trésorier payeur, qui témoigne d'une expérience de langage, d'abord, qui passe par l'écriture, notamment, et d'une expérience de jouissance. Donc, tout ça étant une affaire de corps, une affaire qui touche à son économie. Alors, pour tenter de dresser un petit peu le portrait du trésorier payeur, nous avons choisi 4 thèmes que nous proposons d'aborder. On aurait pu en choisir d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui traversent le roman, mais en tout cas, on a choisi cela. L'économie, les expériences de corps, la solitude et l'engagement, et enfin l'écriture. Alors, nous avons eu l'idée, pour cet entretien, de partir de l'armoire flamande en chêne sculpté dans lequel le trésorier payeur range les feuillets qui contiennent ses écrits. Et nous nous sommes dit que nous allions ouvrir l'armoire et piocher de ci, de là quelques phrases, voilà, et vous interroger si vous êtes d'accord à partir de ces phrases. Alors je vais commencer donc par l'économie, puisque le roman s'attaque au thème de l'économie. Alors je prends une phrase. Notre monde faisait erreur. L'argent n'était pas qu'une matière d'échange, ni même la source illimitée de profit en laquelle les riches le dévoient, mais une forme d'énergie qui appelait la dilapidation. Voilà pour la phrase. Alors, votre roman insiste sur une valeur de l'argent qui n'est pas celle de l'équivalent universel qui est utilisé dans les échanges commerciaux et qui appelle le profit. Le trésorier payeur fait valoir autre chose, l'énergie de la dilapidation. Au fond, c'est une énergie qui est plutôt du côté d'une jouissance de la dépense, qui en soi n'a pas de tempérance, donc qui possède un certain danger, devant lequel le trésorier payeur ne recule pas. Son trésor n'est pas dans le profit, mais dans la dépense. On se doute que vous ne faites pas là l'apologie de la dépense publique, mais d'autres choses qui touchent à l'économie intime de chacun. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être, de cette forme d'énergie brûlante que peut être l'argent? Alors, je peux essayer de vous en dire beaucoup, peut-être pas grand-chose. Je m'y perds, disons, depuis toujours. Et au préalable, je suis très heureux que vous ayez pointé immédiatement, mais je n'en suis pas étonné, le secret de cette armoire normande que j'ai disposée au cœur de ce livre, dans la maison du trésorier payeur, comme étant à la fois une sorte de retable mystique, puisqu'elle est entourée par les 12 évangélistes, enfin, par les 12 apôtres plutôt, les évangélistes, il n'y en a que 4, mais surtout elle contient quelque chose qu'on ne peut pas lire, puisque cet homme, et je commence par là à essayer de vous répondre,
en tant qu'il cherche à dépenser quelque chose qu'il n'a pas, puisqu'il ne tient pas à l'argent. C'est un banquier paradoxal. En cela, j'avais dit comme ça de manière un peu amusée, pour reprendre Pessoa, que c'était un banquier anarchiste. Cet homme se met également à écrire, parce que dans l'expérience que j'en ai, l'écriture, on y reviendra peut-être tout à l'heure, relève plus de la dépense, enfin du feu, disons, que de la capitalisation. J'écris le plus souvent pour oublier, pour ne plus avoir à y penser, disons, sauf que c'est imprimé après. Et de fait, cette armoire mystique, cette armoire normande, pour en reparler encore, elle me plaisait parce qu'elle cachait, mais je vais vous le dire, une phrase qui n'est pas de moi, qui est de Matthieu, de saint Matthieu, donc de Jésus. Une phrase que j'ai voulu mettre en exergue de ce livre, mais j'ai pensé qu'elle en disait trop. Et au fil du temps, elle me poursuit. C'est une phrase qui se décompose en 2 versets, mais en gros, puisque je ne peux pas vous la citer comme ça de cœur, enfin de mémoire, elle dit qu'on ne peut pas obéir à 2 maîtres. Soit on obéit à Dieu, soit on obéit à Mammon. Mammon étant en araméen, enfin en grec traduit de l'araméen, le profit, l'argent. Donc soit on obéit à Dieu, soit on obéit à l'argent. J'aurais pu mettre cette phrase. Ça aurait pu être la première phrase du livre, mais je crois que ça l'aurait quasiment annulé. Enfin, donc cette phrase fait partie de cette armoire. Ce vers quoi vous vous dirigez, enfin, en me questionnant, c'est la question de l'excès, effectivement. C'est ça qui me travaille, c'est ça qui me tourmente depuis, je peux le dater, puisque ce livre aussi est travaillé par les dates, c'est-à-dire nos âges, les âges du capitalisme, mais aussi les âges de l'existence. C'est un jeune homme qui continue de traverser le néolibéralisme depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et s'il y a bien une date qui a agi sur moi, que j'ai vécu comme un événement, c'est la crise des subprimes. C'est-à-dire à la fin des années 2000, le basculement dans les années 2010, le moment où le capitalisme a vendu la mèche. À savoir qu'on a vu, il n'y avait pas besoin de faire des études d'économie pour enfin voir que ce qu'on appelait l'économie, ou plutôt la finance, puisque la finance a fini par dévorer l'économie, la finance était fondée sur la spéculation qui s'opérait à partir de la dette des pauvres. C'est-à-dire qu'on nous veut endettés pour nous asservir, mais également pour faire du fric avec notre appauvrissement. Et là, ça, non seulement on l'a vu, mais c'était lumineux. Et moi, j'ai été très étonné par naïveté, par innocence, et je prête cette naïveté volontaire à ce jeune homme, enfin, qui essaye de tenir ferme sur son désir, mais aussi sur ta naïveté, qu'il tient comme une vertu. J'ai été étonné qu'après la crise des subprimes, c'est-à-dire la révélation d'un krach incessant, et aussi la révélation que la crise, contrairement à ce qu'on nous promet, n'est pas qu'un moment à ne pas être résorbé, elle est l'essence même du processus. J'ai été étonné qu'il n'y ait pas de renversement du monde. Voilà. Vous me direz, bon, oui, c'était prévisible. Mais parce qu'effectivement, on en était arrivé à un point où contre qui faire face, enfin, il n'y a plus d'en face. Sauf qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il était temps pour moi de m'intéresser très sérieusement à l'économie, puisque elle ne cesse de s'intéresser mauvaisement à nous, enfin, de nous faire les poches, voilà. Et j'ai effectivement comme vous l'avez très bien dit, enfin, dans l'économie privée, parce que l'économie telle qu'on la vit, c'est la nôtre, enfin, c'est l'économie de nos journées, de ce qu'on peut faire, enfin, de ce qu'on peut mesurer face à l'immesurable, enfin, qu'on espère.
eh bien, je suis parti de ma propre expérience, ma propre pratique de l'argent, à savoir que je le jette par les fenêtres. Voilà. J'espère que ma femme n'écoutera pas cette émission, mais elle le sait mieux que moi. Je me suis demandé pourquoi j'étais dépensier. Et je me disais, c'est très étrange parce qu'il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas d'équivalence entre le fait que l'argent m'intéresse si peu que je deviens un enfant avec lui, je le jette, et la dépense immense, effectivement, du capitalisme intégré qui, chaque nuit, broie de l'argent, enfin, spécule à perte, enfin, des milliards de dollars et d'euros sont dilapidés en fumée par des algorithmes. Et je me disais, c'est étrange parce que il y a deux dépenses qui s'opposent. Enfin. Et à partir de là, pour essayer d'être moins abstrait, je me suis dit que ce qui était en jeu, c'était l'éthique. Enfin, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Enfin, l'éthos, enfin, comment on fait pour vivre. C'est la question de tous les romans. C'est pour ça que je pense que la question du roman continue à m'intéresser, non pas comme genre, mais c'est le genre de tous les genres, au fond, c'est un genre qui n'en a pas, c'est très hétérogène, mais pour essayer de raconter, de creuser, parce que c'est un livre sur les trous, les tunnels, bon, de creuser cette histoire de comment on fait. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Comment est-ce qu'on fait avec l'argent quand on en a, quand on n'en a pas? Ma théorie, c'est qu'on n'en a jamais, en fait. C'est que l'argent se croit l'avoir, se croit le nom même de tout ce qu'on a, précisément par défaut d'être, sans doute. Comme le diable s'imagine qu'il existe, parce qu'il voudrait accéder à l'existence. Voilà. Tout à l'heure, nous parlions, juste avant que l'entretien débute, du séminaire 20 de Lacan, que vous disiez que vous aviez lu. Et dans ce séminaire, je ne sais pas si ça vous parlera, mais à un moment donné, je crois que c'est dans ce séminaire, Lacan évoque ce qu'il appelle la valeur d'usage. Et il fait une différence entre la valeur d'échange, qui est d'un objet, qui est ce qu'on échange dans la circulation des biens, hein, ça peut être les femmes pour Lévi-Strauss par exemple, où il pointe ce qu'il appelle la valeur d'usage. C'est-à-dire là, c'est une valeur de l'argent qui n'est pas échangeable, pas évaluable, qui tient à la manière dont on jouit d'un objet, à condition d'y mettre du sien. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Ça me parle terriblement. Je ne sais pas si ça me fait du bien, mais ça me parle en tout cas. Mais c'est... Je me suis demandé s'il y avait quelque chose dans cette énergie de la dilapidation qui n'était pas justement quelque chose du côté de ce qu'on pourrait appeler la valeur d'usage. Ah oui, précisément parce que je pense que le personnage que j'ai essayé de façonner, qui est aussi un hurluberlu au fond, mais qui ne peut rien fonder d'autre que sa propre existence. Enfin, c'est quelqu'un qui est travaillé par la ruine, enfin, notamment par la ruine autour de lui, puisque j'ai placé volontairement, pour toutes sortes de raisons, mais j'ai placé ce roman, qui est une méditation aussi, avec des personnages, dans le nord de la France, dans un pays minier, parce que ça m'intéressait d'essayer d'aller dans les soubassements, dans l'archéologie de notre rapport avec l'échange, justement, et d'essayer de trouver peut-être des lieux où nous sommes délivrés de l'échange. Alors on pourrait se dire, le lieu où l'échange n'existe plus, c'est la mort. Mais je crois qu'il y a d'autres lieux qu'on peut gagner. Alors je mets en scène de manière comme ça un peu farcesque parfois un tunnel en fait entre la banque et sa maison, tunnel qui existe dans la réalité. D'ailleurs, j'y suis allé parce que m'obsède cet accès imaginaire ou possible, enfin espéré en tous les cas, un accès à une forme de jouissance du temps où il ne s'agirait plus de calculer, ni d'évaluer, ni même de mesurer ce qui est transmissible. Il me semble que ça a lieu dans une certaine forme de solitude extatique, et ça a lieu également dans l'amour.
L'amour étant à la fois l'échange au mieux de lui-même, enfin, l'échange absolu, mais qui, dans l'idée que je m'en fais, dans l'idée que j'aime m'en faire, efface l'échange au profit de l'usage. C'est-à-dire que l'amour serait que de l'usage. Donc c'est un livre, effectivement, enfin, j'en parle, c'est un livre, effectivement, mais c'est quelque chose qui continue qui est hors livre aussi, qui continue à me travailler. C'est, encore une fois, l'éthique. Alors, j'ai lu l'éthique de la psychanalyse, mais il faudrait écrire une éthique de la littérature, ou une éthique tout simple, enfin, au sens le plus absolu. Depuis Spinoza, même Heidegger n'a pas écrit d'éthique. Et je dis même Heidegger parce que je m'abreuve à Heidegger. Je sais que c'est mal vu de citer Heidegger, mais quand même, tout ce qui fait penser peut nous aider à creuser ce qui va vers l'usage et ce qui nous détourne de ce qui s'est perverti au fil du temps, du strict échange. Voilà. Vous évoquiez là, tout à l'heure, le point d'inchiffrable, le terme que vous utilisez, puis aussi la question de la mort. Le trésorier payeur essaye de penser l'économie, et au fond, je me suis dit à un moment, il énonce ce qui pourrait être sa propre version de la théorie quantitative de la monnaie, qui est un concept crucial en économie. Lui, il l'a dit en faisant une équivalence entre deux chiffres. Il dit qu'il y a autant d'argent en circulation sur la Terre qu'il y a de morts depuis la création du monde. Ce qui est une théorie comme ça, vertigineuse, et qui, quand on la lit, ça fait un choc. Je me suis demandé comment penser ça. J'étais très intéressé par ce passage-là. Au fond, l'approche tout à fait singulière de l'économie par ce trésorier payeur, c'est qu'il pense l'économie à partir du point d'inchiffrable, à partir de ce sur quoi le chiffre achoppe. Alors qu'en général, la théorie économique fait plutôt l'hypothèse d'un « il serait possible de tout chiffrer ». Je me suis demandé comment vous était venue cette idée que ce personnage aborde l'économie précisément à partir de ce réel-là, le réel de l'inchiffrable. Alors ça m'est venu par la poésie, ça m'est venu par Rimbaud, je crois, qui est ma première passion dans la vie. Les illuminations de Rimbaud, comme ça, lu très tôt dans un pensionnat militaire, je me souviens encore enfin, de ce que ça a ouvert, et la manière dont j'ai appris par cœur les 34 illuminations. Et il est question sans cesse, chez Rimbaud, mais je dirais dans la poésie, de ce qu'il appelle l'immense opulence inquestionnable. L'opulence inquestionnable. À la place d'inquestionnable, je dirais infini, en fait. Je crois que la poésie est du côté de l'infini, alors que l'argent est limité. Enfin, le calcul, la mathématique, la mathésis, c'est quelque chose qui est travaillé par l'idée au bout, sans doute, de la valeur, mais qui est travaillé par le fini. Alors que la poésie, le langage, pour moi, est tout entier destiné et attiré par l'infini. Alors, dans l'extrait que je lisais tout à l'heure, qui vous donnait l'état d'extravagance allumé ou illuminé de ce jeune homme, et qui est en même temps très sérieux, il y a une phrase que j'ai empruntée à un texte mineur, disons, de Georges Bataille, qui s'appelle « L'économie à la base de la poésie ». Ça fait partie de ses brouillons pour un livre qu'il a publié en 1949, après le plan Marshall, qui est une méditation sur l'économie, une méditation paradoxale, qui s'appelle « La part maudite ». Mettre l'économie à la base de la poésie, ça a l'air tout à fait fantasque, mais il s'agit précisément de ce que vous venez de dire, à savoir de déraciner l'économie de sa logique purement calculante, liée au fini, et à la multiplication et au profit, qui est toujours fini, même s'il s'élargit, et de l'accorder à une autre dimension, où cette économie relèverait de l'excès, justement, et d'un excès, toujours en excès sur lui-même, puisqu'il serait libre d'abreuver, au fond, de s'auto-abreuver
je ne sais pas ce que ça donne en termes purement d'échange, mais de s'auto-abreuver dans quelque chose qui est, là pour le coup, la jouissance de l'être. Pour revenir à la question de l'équivalence avec la mort, c'est quelque chose à la fois de cauchemardesque. C'est une question que je me pose depuis que je suis petit, en fait. C'est une question comme de savoir ce qu'il y a au fond de la terre. Enfin, je suis travaillé, tout comme ce jeune homme, par les grottes. Il y a une équivalence entre les coffres-forts, qui sont peut-être vides, de cette banque, et la grotte où il s'imagine que tout au fond, il y aurait quelqu'un, peut-être une déesse, peut-être Diane, enfin, qu'on verrait, qui offrirait peut-être enfin sa nudité. Et bref, je suis obsédé par une question qui est simple, qui est peut-être chiffrable, mais j'en doute, qui est combien y a-t-il eu d'êtres, disons parlants, vivants, sur Terre, depuis qu'il y a des êtres? Autrement dit, on pourrait dire combien de gens sont déjà morts, enfin, depuis des millions d'années. Combien sont venus sur Terre et combien sont morts? C'est complètement à l'envers d'une question très actuelle de combien y a-t-il d'êtres vivants sur la Terre et est-ce que ça va être trop par rapport aux ressources de la planète? C'est absolument une question antidémographique. C'est une question liée au destin de l'espèce, au destin, je dirais, à ce qu'on fait de la Terre. Parce que, comme vous le savez, le langage, c'est pas l'une des seules choses, mais c'est l'une des grandes choses qui nous font nous accorder aux morts, c'est-à-dire à la mémoire. C'est en tous les cas la chose qui fait qu'on peut avoir ce savoir étrange qui remonte jusqu'aux premières grottes. Enfin, moi, je me sens parfois dans ma folie, ma douce folie, contemporain je sais pas, des chamans de Lascaux. Enfin. Et donc, effectivement, la question que se pose ce banquier, puisqu'au fond, il ne travaille pas réellement à la Banque de France, il travaille dans quelque chose d'autre qui s'appelle la Banque de France, mais qui est sans nom. C'est cette intuition que peut-être ce qui nous arrive, ce dans quoi nous sommes séquestrés, puisque le capitalisme s'est imposé planétairement, enfin, je pense que maintenant c'est définitif, enfin on peut le dire, il y a plus tellement dans le cadastre planétaire, il n'y a plus tellement d'endroits, de lieux qui échappent à cet échange, comme vous dites, exacerbé. Enfin, il se dit que peut-être la masse d'argent en circulation sur Terre, qui ne cesse de fleurir, depuis que ça n'est plus indexé à des richesses réelles, depuis 1971, peut-être c'est quelque chose qui a un esprit, je veux dire qui aurait un sens, une direction, et qui équivaudrait de manière hallucinée avec un autre chiffre non mesurable, dont on vient de parler. Infini aussi, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ne cessent de croître, forcément, qui sont venues à la vie et qui ne sont plus là. Je ne sais pas quoi faire de cette équivalence folle, mais en tous les cas, ça indique dans la conscience très tourmentée et rigolarde aussi de cet homme, quelque chose qui a à voir entre l'argent et la mort. Mais j'ai pas eu envie non plus d'écrire un livre anticapitaliste, j'ai pas eu envie d'écrire un livre sur, je sais pas quoi, l'argent sale, comme disait Mitterrand, enfin, l'argent qui tue, vous vous souvenez de ces discours, enfin. Mais c'est plutôt une méditation en boucle sur l'intervalle où chacun de nous erre, sans doute, enfin moi j'erre là, entre l'intimité perdue, qu'on peut retrouver dans une maison, la maison de l'enfance, où habite ce type, et la banque comme lieu du travail le plus au cœur de ce qui s'enflamme dans le travail, et ce pourquoi on travaille, c'est-à-dire pour obtenir quelque chose après quoi on court, dont on dit que c'est l'argent. J'en suis pas si sûr. Et cet homme a découvert un tunnel entre ces deux polarités brûlantes ou froides, je sais pas, et c'est là que ça a lieu.
Et voilà, c'est je sais pas, on peut appeler ça le sacré, le mystère, le désêtre, je sais pas comment on dit ça. Moi, j'y plante un roman, une forme d'écoute, voilà, un peu à la fois tragique, et il se trouve que c'est aussi le lieu du sexuel, enfin. Oui, je me disais, pour revenir à l'illimité, il y a dans la manière de compter, il y a compter l'ensemble des êtres vivants depuis la création du monde, l'origine du monde, disons, ou il y a aussi comment en chacun compter le mort dans le vivant et le vivant dans le mort. Et ça aussi, c'est peut-être un chiffre qu'on ne peut pas évaluer pour chacun. Ben, cet inévaluable-là est la chose... C'est pas simplement l'ensemble, c'est le un par un qui est aussi... Et ça échappe à la quantité, oui, voilà. C'est l'inévaluable. Voilà. Je pense que le langage est le lieu de l'inévaluable, voilà, contrairement aux chiffres. C'est pas pour les opposer de manière binaire, mais le langage ne cesse d'emplir et de vider, en fait, en même temps, enfin, de vider au sens d'une faveur, enfin, de se retrouver enfin non occupé. Alors que le calcul, enfin, tel qu'il s'auto-accomplit, il y est quand même un désir d'accumuler, enfin, de suroccuper. De boucher le trou de boucher. Je pense que l'épargne, à quoi la civilisation occidentale nous enjoint, enfin, faire attention, économiser. Enfin, depuis qu'on est enfant, on nous apprend ça. C'est d'une part une voie peu jouissive, peu glorieuse, peu intense, contre quoi on peut s'emporter. Enfin. Mais c'est également quelque chose qui va complètement à rebours de ces voies que vous semblez indiquer, et que Georges Bataille, par exemple, dans La part maudite, nous rappelle, à savoir qu'il y a eu d'autres formes d'économie, de soi, évidemment, mais civilisationnelles. Je pense aux Aztèques, enfin, je pense à des civilisations où les richesses n'existaient que pour être détruites face aux ennemis, par exemple, enfin, dans des guerres symboliques, enfin, le potlatch, avec le don et le contre-don, est fondé sur l'idée que la richesse n'est pas là pour être quantifiée. Enfin, il n'y a pas, comme au cœur de Paris, sous la Banque de France, un lieu qui s'appelle la Souterraine, d'ailleurs, un lieu absolument merveilleux, parce que c'est un temple inversé, enfin, avec des colonnes, enfin, bah justement. Où on entrepose les lingots d'or. Aujourd'hui, cette chose est ridicule, puisqu'on sait tous que l'argent qui est dépensé, enfin, qui circule en France, notamment, n'est plus du tout équivalent à la réserve d'or qui est entreposée. Justement, je vous propose une petite phrase du trésorier payeur au moment où il découvre la salle des coffres, donc avant qu'il ait découvert le tunnel. Donc, il découvre cette salle des coffres de la Banque de France, un espace ordonné comme un temple. Il ne pouvait s'empêcher d'y voir la représentation d'un système parfait, la mise en forme d'une idée qui se cherchait depuis des siècles à travers la philosophie, la réalisation même du concept, son achèvement limpide. Et un petit peu plus loin, avec cette citadelle souterraine, on avait donc réussi à formaliser ce vieux rêve de la raison qui consiste à tout mettre en compte. Alors, d'abord, une remarque, cette salle des coffres, c'est un peu le temple du dieu Baal, du faux idole. Et en même temps, ce faux dieu, pourtant, a des effets bien réels sur le corps de Bataille, puisqu'à ce moment-là, il fait un malaise, hein, une sorte de malaise. Alors, c'est-à-dire à un moment donné où finalement il rencontre un espace dans lequel le manque ne manque pas. Et ça, c'est quelque chose qui nous a parlé, parce que c'est ce qu'on entend sur le divan. L'angoisse surgit
au moment où le manque ne manque pas. Par exemple, je pense à quelqu'un qui, cette semaine, me racontait sa crise d'angoisse dans un supermarché. C'est pas tout à fait la salle des coffres, mais il y a quelque chose... voilà. Alors, justement, nous voulions vous interroger un petit peu plus sur ce système parfait. Il me semble que vous y avez commencé déjà à y répondre juste avant dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'au fond, là, le système parfait, ce serait finalement quand le langage est évacué et qu'il n'est complètement... qu'il s'est transformé, enfin je ne sais pas si c'est pas très bien dit, mais en chiffres, quoi, en chiffrage. Et donc, ma question, ce serait, est-ce que le problème finalement, c'est peut-être de chiffrer, d'évaluer en chiffres, de mesurer, ou est-ce que c'est cette idée folle de croire qu'on va tout mettre en compte? Et est-ce que le système du chiffrage tend à nous faire croire à cette idée que tout peut être mis en compte? Je pense à quelqu'un qui est un métrologue et qui me racontait qu'il travaillait sur comment mesurer l'incommensurable. On voit que la langue devient folle. Mais c'est vrai que ce banquier, ce jeune banquier, cet employé de banque, je ne sais pas, ce trésorier payeur, vous voyez, j'ai multiplié les qualificatifs puisque précisément on ne peut pas vraiment désigner... il est lui-même insituable. Oui, ce à quoi il se voue, enfin, il est insituable, il est atopos. Enfin. C'est vrai qu'il fait l'expérience, il est le témoin de quelque chose qui a lieu, qui est bien plus grand que lui, évidemment. Et en le faisant descendre dans les arcanes du chiffre, c'est-à-dire de la mise en compte d'un pays, enfin, c'est-à-dire très simplement la réserve d'or de la Banque de France, telle qu'elle s'exhibe comme ça devant le président Reagan, décomplexé par rapport au dollar et à l'inscription In God We Trust, et le gouverneur de la Banque de France. Tout ça se déploie quelque chose qui pour moi relève d'une question qui est celle des temps modernes. Les temps modernes, depuis plusieurs siècles, a eu pour projet, en se rendant, comme dit Descartes, maître et possesseur de la nature, d'essayer d'homogénéiser la planète, le monde occidental puis la planète, afin qu'il donne ses fruits, afin qu'il soit apprivoisable, qu'il fasse fructifier les choses. Moyennant quoi, ce qui était visé pour les humains, c'était l'affranchissement, le progrès. Et il me semble que quelque chose dans ce projet, je ne sais pas si ça a failli, mais quelque chose dans ce projet était accompagné de sa propre perversion. C'est-à-dire, les temps modernes, en technologisant le rapport avec le monde, a produit au XXe siècle, comme on sait tous, deux guerres mondiales, les chambres à gaz, la bombe atomique, etc. Enfin, je dis le etc. est presque obscène, jusqu'à aujourd'hui. Et dans la dénaturation de ce projet des temps modernes, on assiste à quelque chose qui est le bouclage de la planète, l'homogénéisation par les réseaux, disons, par la cybernétique, de quelque chose qui peut-être était au cœur de ce projet, mais qui l'a finalement trahi, et qui se sert du chiffre, du calcul, pour contrôler. Je crois que c'est ça qui se passe, sous nos yeux, c'est que l'évacuation progressive du langage, l'appauvrissement organisé du langage, au profit d'un chiffrage, d'une évaluation, nous kidnappe. Alors, l'expérience que fait ce jeune homme-là, au tout début du triomphe du néolibéralisme, sous Reagan et Thatcher, à l'époque c'était une idéologie, je ne dis pas parmi d'autres, mais elle se testait, et puis elle a pris le pouvoir, avec la chute du mur de Berlin. Ça se passe là, dans les années 80, et c'est même plus le néolibéralisme qui a lieu, on est dans un au-delà de ça. Et de fait, je crois, je ne sais pas bien si je réponds à vos questions, parce que je divague aussi, je pars dans tous les sens, mais je ne m'en prive pas. Je me dis que
Je me dis que ce qu'il voit dans sa catabase, là, ce qu'il voit à 20 ans dans son job d'été, dans les années 80, là, en 87, puisqu'il a 20 ans et moi je lui ai donné le même âge, ce qu'il voit en 87, au fond de cette grotte froide, ce temple païen, effectivement, c'est quelque chose qui se met en place. C'est l'arraisonnement du monde par le chiffre. C'est même plus l'argent. L'argent, c'est quelque chose qu'on va jeter sur le tapis de jeu, disons, de cet immense casino qui est devenu la planète, sont les dés, en fait. Mais c'est quelque chose d'autre qui se passe, qui ne cesse de produire, d'autoproduire, voilà, une sorte de ruine, enfin, qui vise à un bouclage. Alors voilà, je suis pas sûr là aussi de répondre, et peut-être je prends des biais, parce que je sais pas en fait. Je suis pas sûr de savoir quoi que ce soit là-dessus, je ne fais que m'y brancher, m'y connecter sur ces immenses questions. C'est qu'il reste des espaces de liberté, malgré tout, qui ne cessent d'être réveillés par notre usage, comme vous le dites très bien, du langage. Pour peu que ce langage ne soit pas pris dans une procédure d'échange à tout crin, mais de communication, mais qu'il s'infinitise. Alors, de fait, je continue à voir, moi, un peu dans ce tunnel, enfin, un appel d'air, une case vide, un manque au sens taoïste, enfin, un manque qui nous ferait être dans le langage, dans ce que Foucault appelait la dimension intérieure du langage, qui est une part comme ça, où peut-être un peu d'indemne existe. Ça, c'est une chose qui me... Nous allons y revenir. Ah, on va y revenir. C'est une chose qui me travaille. Alors, je vous laisse y revenir. Ouais, on a aussi été travaillé par l'indemne. On a été travaillé par ça, voilà. Un dernier point autour de la question de l'économie. Vous faites référence dans ce livre à la date du 15 août 71, où donc Nixon annonce qu'il n'y aura plus de convertibilité du dollar en or. Là, c'est l'annonce d'une coupure, mais au fond, c'est plutôt le dévoilement d'une coupure qui était là de toute façon, mais qui là est mise en lumière et clairement énoncée. Il y a une coupure radicale entre l'argent comme semblant et l'or qui serait au fond le réel auquel cet argent serait illusoirement connecté. Le trésorier payeur souligne, à un moment, il a cette formule qui m'a marqué, à partir de ce moment-là, toute monnaie est devenue fausse. Je me demandais si vous seriez d'accord, au fond, pour considérer qu'on peut étendre ce qui est là saisi au niveau de l'économie à l'expérience même du langage. Et au fond, je dis ça parce que c'est ce qui est au cœur de l'expérience d'une psychanalyse. On se rend compte en analyse qu'il y a une coupure, un hiatus entre, d'une part, ce qui nous arrive, ce qui nous bouleverse, ce qui nous provoque des effets qui nous émeut, et les mots, les fictions par lesquelles on passe pour essayer de le dire. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec cette idée-là. Oui, c'est une belle équivalence ou interprétation, à ceci près qu'en ce qui concerne la décision du département d'État en 71 de couper l'argent de sa racine réelle, enfin du référent, stock, du référent, voilà. Il y a un crime volontaire. Enfin, je veux dire qu'il y a une, je dis crime, il y a une supercherie, un tour de passe-passe qui relève, je dirais, de ce que Descartes appelait le malin génie. Enfin, peut-être que dans le sujet, vous diriez peut-être passion, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui se masque à lui-même l'accès au réel et qui comment dire, fait miroiter du langage qui est du semblant. Peut-être qu'il y a quelque chose d'aussi finalement volontaire, mais je vois vraiment cette cette décision américaine, disons, comme un moment dans la prise de pouvoir. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui relève moins d'un processus
d'errance, enfin de quelqu'un qui serait perdu face au langage et qui comme les gnostiques, essayerait d'aller voir derrière l'écran, enfin, que d'un acte comme ça, c'est le mot crime qui me vient sans cesse, que d'un acte de déracinement pour imposer une réalité. Le patient dont vous parlez est plus victime, au fond, même s'il aime se perdre lui-même, sans doute, enfin, vous les connaissez mieux que moi, enfin. En ce qui concerne le gouvernement, à un moment, disons Nixon, ça pourrait être quelqu'un d'autre, enfin, il y a quelque chose comme une décision pour couper en deux l'histoire humaine, voilà. Parce que je pense que la question de l'encaissement, hein, faisait une limite. Vous avez l'idée que ça faisait quand même une limite. Absolument. Moi, je pense que les temps modernes, dont on parlait tout à l'heure, se sont achevés là aussi, de manière définitive. Vous dites, au fond, ce qui prend le pouvoir, c'est une prise de pouvoir sous la forme de l'imposition d'une réalité, vous dites. Là. Oui, la spéculation est devenue la réalité. Cette fiction-là, de la spéculation, a pris la place de la réalité. En fait, ce que je me suis dit en lisant ce passage, que ça disait aussi quelque chose de très précis quant à notre époque et au rapport à la vérité. Je ne sais pas si je dirais la réalité, mais en tout cas la vérité. Oui. Je me dis, au fond, dès lors qu'il y a cette coupure entre un semblant et ce qui semblait fonctionner comme référent, c'est aussi quelque chose de très actuel dans le sens où nombre de grands récits qui, comme ça, semblaient se donner pour des vérités éternelles, se sont dissous, se sont effondrés, et avec l'arrivée d'un nouveau régime de la vérité, qu'on appelle ça par exemple les fake news, qu'on appelle ça les vérités alternatives, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est un nouveau rapport au symbolique, on pourrait dire. Absolument, je pense que dans la quête effrénée de mon personnage, là, de mon héros, pour le déchiffrement, parce que ce qu'il cherche, sa jouissance au fond, c'est un déchiffrement passionné, enfin, qui est parfois sans objet reconnaissable. Il y a quelque chose comme une tentative très ancienne qui se poursuit, qu'on appelait la recherche de la vérité, puisque vous introduisez ce mot. Et je me dis que cette vérité-là, dont il est à la recherche et dont il fait l'expérience, qu'il le veuille ou non, dont on fait l'expérience qu'on le veuille ou non, ça ne serait pas la vérité latine, enfin celle du droit romain, la veritas, qui distingue ce qui est vérifiable de ce qui ne l'est pas. Enfin, mais une vérité qui serait, je dirais, qui a été expérimentée à un moment du temps, qui est présocratique, enfin, qui est la letheia, et qui relève d'une autre opération qui est celle du dévoilement par instant, c'est-à-dire d'une apparition, d'une disparition, de quelque chose qui se tient en réserve dans l'être ou dans les êtres, et qui de temps en temps parle, en tant que la parole elle-même parle. Enfin, elle peut être tout à fait silencieuse en parlant, enfin, mais elle peut trembler chez les Grecs dans un feuillage et être interprétée. Elle peut s'entendre dans un râle de plaisir, enfin, entre deux amants. Elle peut se dire, et c'est ce que j'aime le plus au monde, elle peut se dire entre les lignes d'un poème ou d'un récit, ou à travers la parole de quelqu'un qui se cherche. Enfin, alors on analyse, par moment, ça touche. Par moment. Mais elle n'a d'existence, cette vérité, qu'en tant qu'elle ne se connaît pas, en tant que vérité, et en tant qu'elle ne cherche pas à s'imposer. Il n'y a aucune imposition de la letheia, enfin, dans Aletheia, il y a le fleuve Léthé. Elle ne cesse de s'oublier elle-même, de se dissoudre. Elle est liée au filet d'eau que je vais chercher dans ce livre, au
peut-être absurdement, enfin, au fond des grottes, enfin, dans l'humidité des souterrains. Et alors cette vérité-là, qui n'a rien de comment dire, d'imposant, elle est interdite, hein, au sens où, je crois même que c'est Lacan d'ailleurs qui a dit interdit, c'est-à-dire entre parole et silence. Et pour moi, elle est la ressource même, alors pour le coup inépuisable. Elle a l'air timide, mais précisément elle est inépuisable, elle n'est pas limitée du langage. C'est ce qui sourd, c'est ce qui affleure, et à la froideur métallisée des coffres-forts, j'aime opposer, parce que ce sont des images aussi, enfin, dont je fais usage, j'aime opposer l'humidité de l'entre-deux, des intervalles, des tunnels, des sexes, de ce qui s'ouvre et de ce qui se ferme sans cesse, à savoir la respiration humaine, la gorge, la labialité, voilà. Et dans ce jeu où ça vient et ça se rétracte, ce jeu sexuel au fond, de fait, quelque chose que vous aviez dit tout de suite d'emblée se joue, à savoir une autre économie, voilà, qui ne cesse de faire l'expérience d'elle-même, mais précisément de manière un peu tragique, parce que ça disparaît, voilà. C'est pas toujours là. Pas convertible en or. Et c'est pas convertible en or. C'est coupé. Ouais. Alors peut-être nous pouvons passer aux expériences de corps, un autre thème, puisque le trésorier payeur fait des rencontres. Il a un corps dans lequel qui est traversé par des émotions, qui est traversé par des débordements. Alors, une phrase. Lorsque le trésorier payeur embrassait sa femme, il oubliait les chiffres. Alors cela nous a surpris, amusés, interrogés aussi. Nous, ce que l'on rencontre plutôt, ce qu'on entend sur le divan, ce sont plutôt que les hommes nous disent, ce sont plutôt des hommes qui calculent, plutôt pour éviter la rencontre amoureuse, pour éviter son vertige, ce qu'elle a de déroutant. Et puis, côté femmes, plutôt des femmes qui peuvent être comme Annabelle, qui quand elles ouvrent dans le livre l'armoire du trésorier payeur et ils lisent quelque chose, prennent la fuite. Et c'est peut-être ce qu'on peut attendre du terme d'une analyse, d'avoir cette hardiesse du trésorier payeur à ne pas enfiler d'armure, à laisser tomber les chiffres lors de la rencontre amoureuse. Finalement, cette phrase, ce qu'elle semble dire, c'est que le trésorier payeur rencontre une limite à ce qui serait, vous citiez tout à l'heure Heidegger, la pensée calculante, hein, pour le dire comme ça, qui, elle, ne s'arrête jamais. Et lui, il trouve cette limite à la pensée calculante dans la rencontre amoureuse, dans le baiser. Alors ma question, ce serait, est-ce que, certes, il rencontre une limite, mais est-ce que la rencontre amoureuse, il la situe peut-être aussi du côté d'un autre illimité, heureux, celui-là, ou pas? Enfin, comment... Oui, la question qui sans doute est posée, je vais le dire de manière presque grossière, la question qui est posée par ce livre, enfin, une question que je poursuivais, c'est comment en sortir? Est-ce qu'on peut sortir? De quoi d'ailleurs? Du capitalisme peut-être. Je crois que dans Télévision, Lacan se pose cette question, entre autres, je ne sais plus s'il dit capitaliste, mais il dit qu'il y a peu de manières de sortir de
ce grand processus, il y a l'amour, la poésie, peut-être la sainteté. Ce sont des choses qui demandent à être effeuillées avec précaution. Et en tous les cas, cet homme ne veut pas faire partie de ce pourquoi il s'est battu, c'est-à-dire en être à la Banque de France, puisqu'il est toujours déjà travaillé dès le début par quelque chose qui le retient. Il ne veut pas y être tout entier, c'est un philosophe. C'est aussi quelqu'un qui a une forme de répugnance, de phobie, donc il s'est ménagé des arrières. Alors le tunnel est là pour dire à quel point ça donne toujours sur quelque chose d'autre. Dans sa vie de jeune homme, dans son odyssée, dans son initiation, c'est un livre où l'initiation est le vrai processus, enfin, le vrai, je veux dire celui qui va s'imposer à lui-même, qui va se donner, ce sont les femmes qui vont lui faire voir que le calcul n'est pas le fin mot, en fait. Il le sentait sans trop savoir ce qu'il y avait au fond de la grotte. C'est quelqu'un qui, je pense, est capable, alors peut-être à rebours de ce que vous décrivez, enfin de votre expertise, c'est quelqu'un qui peut-être est capable de se rendre disponible tout entier à quelque chose qui va le ravir, qui va le rapter et qui va même augmenter son manque, c'est-à-dire l'amour. Et c'est ça, au fond, c'est la rencontre amoureuse qui l'ouvre à quelque chose d'autre. Oui, absolument. Arrêter de chiffrer, c'est pas tant que c'est un apaisement, que c'est plutôt l'ouverture vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il vit en enfer, parce qu'il y a une dimension totalement infernale dont il fait l'expérience dans le monde qu'il s'est choisi. C'est l'histoire de quelqu'un qui se force. C'est ça, voilà. Et moi, je voulais raconter ça parce que déjà, c'est quelque chose qui me passionne personnellement, enfin, dont je fais l'expérience. La question, pourquoi je fais ça ? Pourquoi c'est la question de Jean Houry, qu'est-ce que je fous là, enfin, mais moi, ma question, c'est pourquoi je me force, pourquoi je m'oblige à faire ce que je fais. Et donc c'est l'histoire de quelqu'un qui est toujours en contradiction avec lui-même, parce que précisément pour lui, la grande énergie, que peut-être il a un côté nigaud, il a un côté innocent, peut-être au sens le plus enfantin du terme, mais précisément ça va l'amener à faire l'expérience de quelque chose, à savoir que la contradiction est le lieu même, et son lieu d'une part, et c'est peut-être le lieu même où de l'aletheia va arriver. Enfin, il ne s'agit plus d'adhérer à quelque chose, ça ne marche pas pour son corps, ce n'est pas son lieu, c'est un lieu de souffrance pour lui, l'adhésion totale. Et même si être en contradiction, c'est difficile, tout ce que je raconte de ces années d'enfance, enfin, d'étudiant, c'est une pure souffrance, il est seul, il est en conflit, c'est quand même là que se joue l'accession à ce qui peut déborder tous les objets auxquels on peut adhérer et qui va lui faire découvrir l'amour. Au sens où cet homme vit dans une apocalypse permanente, c'est-à-dire qu'il se récite sans cesse des chiffres, il est imprégné par le calcul, et au sens strict, au moment même où une femme apparaît dans sa vie, où quelque chose se rend possible avec elle, alors j'ai dit le moment du baiser parce que je trouve que, comment dire, c'est un moment où quelque chose de la néantisation de soi opère. Enfin, c'est un moment, un baiser d'amour, un baiser réussi. C'est un moment où se dissolvent toutes les autres appartenances, où la griserie cérébrale, enfin, fait que enfin on n'est plus là, et donc on est enfin là. Si je devais, moi, traduire Heidegger en termes poétiques personnels, je dirais que le Dasein, j'en fais l'expérience à travers le baiser, enfin, c'est-à-dire à travers cette jouissance-là, où c'est pas la fusion,
c'est qu'il n'y a plus personne. C'est enfin. ça, c'est l'effacement. L'effacement, enfin. Et donc, tout ce dont on est imprégné à travers nos journées, a fortiori cet homme qui est un comptable maximal, un banquier, c'est jamais qu'un comptable absolu, tout ça s'efface. Les coffres sont vides. Cette Annabelle lui dit, à un moment, elle dit, quand je jouis, je vide les coffres. Et quand il embrasse cette femme, enfin, une femme, mais il se trouve que c'est cette femme dont enfin il tombe amoureux, il va trouver quelque chose qui est son lieu et essayer peut-être de bâtir, enfin bâtir c'est trop dire, de bricoler son ethos, son éthique là, dans le baiser, élargir à l'existence entière l'instant du baiser, c'est l'objet de ce livre. Justement sur ce que vous dites là, au fond, vider les coffres. Oui. Il y avait une formule qui m'avait retenu à un moment, il dit la vraie richesse est sexuelle parce qu'en elle, tout se dépense. Donc au fond, la question de la dépense qu'il aborde d'abord par le versant de l'économie, puisque sa théorie de l'économie est fondée sur la dépense, il la retrouve à nouveau sur son chemin dans le cadre de la rencontre amoureuse et sexuelle. Oui. Et c'est vrai, on peut dire, il se dépense sans compter dans certaines des rencontres. Vraiment, il ne recule pas dans ça. Ce que j'ai trouvé très précieux, c'est que ce tout dépenser, pour autant, ça ne l'entraîne pas du tout vers sa propre ruine. C'est plutôt, je disais tout à l'heure, au fond, ça l'ouvre à autre chose. En tout cas, je dirais que ça le vivifie. Et je trouve que c'est articulé à la fonction du manque. Vous dites ça, là, au fond. L'écart entre tout chiffré et par contre cette absence là dans le baiser, c'est aussi là s'ouvre un manque et c'est ça qui le vivifie. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec cette idée-là. C'est ce à quoi ça me renvoie, c'est la capacité qu'on a d'identifier ou non notre capacité à aimer. Ou plutôt, plus simplement, est-ce qu'on est capable d'aimer, voilà. Et est-ce qu'on se risque à ça? Je pense qu'à la fin, comment pardon? Est-ce qu'on se risque à ça? Est-ce qu'on se risque à ça? Alors lui, c'est vrai que, et ça répond à votre remarque, je me l'étais pas formulé au fond, parce que je raconte son histoire comme étant destinale, enfin, il tend vers ça. Il savait pas vers quoi il tendait, mais je dis pas que c'est normal, mais c'est ça sa vie. C'est que c'est quelqu'un pour qui la question du risque ne se pose pas, hein, la question de l'audace ou c'est une quête, vraiment. C'est aussi un chevalier du désir, pour le dire, entre Kierkegaard et Lacan. Enfin. Et parce qu'il pense que c'est ça qui se joue dans sa vie, c'est ça qui doit être résolu, et de manière plus, je dirais, alors métaphysique ou plus large, simplement, c'est quelque chose qui répond à ce qui ne fonctionne pas dans les lieux de l'économie. Et sa tentative ratée d'habiter l'économie du point de vue de la dépense va effectivement aboutir, après toutes sortes d'ajustements, dans la dimension de l'amour. Donc c'est en ça qu'elle est réussie. J'en ai bien peur. Ça m'effraie moi-même. C'est aussi en cela que certains de mes amis m'ont dit que c'est très intéressant d'ailleurs, que c'était inacceptable. Ou je cite inacceptable, désuet, romantique. Il y a eu toutes sortes d'adjectifs qui sanctionnaient, selon eux, quelque chose qui visait à dire ça n'est pas possible, c'est impossible d'aimer comme ça. Ouais. C'est un conte de fées. Voilà. Alors il y a un côté féerique, effectivement. J'ai plaidé du point de vue linguistique, du point de vue de la langue que je pratique, pour un enchantement. Mais pour autant, je raconte effectivement, n'en déplaise à mes chers amis, l'histoire d'un amour réussi. Le vertige
qui en découle, enfin, la vérité folle. Alors, de fait, j'ai employé à la fin, j'ai usé des procédures classiques. Ils se marièrent, je ne sais pas s'ils eurent beaucoup d'enfants, peu importe, mais ils se marient un peu tardivement. Mais c'est-à-dire que quelque chose du sacré vient signer leur entente, leur jouissance, leur amour. Mais c'est vrai que c'est juste, je ne me l'étais pas formulé avant, grâce à vous je me le dis, c'est l'histoire d'un amour qui réussit. Oui. Précisément parce que l'attente qui était celle de cet homme est passée très longuement, de manière initiatique, par cette sphère qui est celle qui doit faire fructifier, soi-disant, socialement notre existence, et pas que socialement, c'est-à-dire l'enrichissement personnel. Alors la richesse, effectivement, il la trouve in extremis, si je puis dire, enfin il la cultive ailleurs, mais elle a lieu dans une dimension où en général, alors peut-être ça rejoint ce que vous sembliez dire ou vouloir me faire dire, je ne sais pas. En général, c'est un lieu, je suppose, le lieu de la jouissance amoureuse où il n'y a plus de langage, où on ne peut plus le dire, enfin, c'est-à-dire ça nous coupe la parole. Mais alors là, me concernant, ça ne date pas d'hier. Pour moi, c'est le lieu au contraire où enfin du langage advient. Tout comme dans la tapisserie de la Dame à la licorne que j'ai longuement contemplé, enfin, médité comme un lieu de langage, enfin, le désir, en créant du manque, ne cesse de s'auto-réaliser comme désir et de se parler. Voilà. Alors, le désir, ça fait parler. Voilà. Ouais. Non, mais ça, c'est vraiment... c'est ça qui est extrêmement bien saisi. Alors, en effet, ça amène à une petite distinction entre le désir et la jouissance. Oui, bien sûr. Ce qui nous fait parler, ce qui, au contraire, comme vous dites, nous coupe la parole. Mais c'est au cœur de l'expérience initiatique. Et c'est ce qui se dégage après, comme vous dites, un parcours qui vient buter sur l'impossible du chiffrage. Parce qu'il y a l'épreuve d'un impossible, qu'il y a ensuite autre chose qui peut se... C'est par le ratage que quelque chose peut advenir ensuite. Alors, on en arrive à la découverte du tunnel, qui est un moment très important pour le trésorier payeur. La découverte du tunnel avait agi en lui comme un événement considérable qui lui avait offert, en même temps que la chance d'une énigme qui ne s'adressait qu'à lui seul, la faveur d'une jouissance qui affecterait désormais chaque aspect de son existence. Les nuances étincelaient comme la matière précieuse d'une vie qui possédait sa propre direction. Ce qui s'était ouvert en lui irriguait chacune de ses sensations. Le temps et la maison ne faisaient qu'un, tout avait pris figure lumineuse. Tout baignait dans ce plaisir limpide dont il avait fait l'expérience sous terre. Il vécut plusieurs semaines à l'intérieur d'une extase que rien ne dérangea. C'est un passage qui nous a vraiment intéressés, on en a beaucoup parlé, c'est un passage magnifique. Mais je l'entends mieux là, enfin je l'entends en fait. C'est pas que je l'avais oublié, mais dit par vous, je vois le caractère océanique. Enfin. Alors c'était une de nos questions, mais juste avant, au fond, c'est quand même... moi je dois dire qu'au début, j'ai trouvé, il y a eu un certain effet comique pour moi, parce que c'est un banquier qui vit dans une maison séparée de la banque par un jardin, et il découvre l'existence d'un tunnel entre cette maison et la salle des coffres. Tout de suite, c'est l'imaginaire qui surgit, le scénario de film, on imagine l'idée du braquage, de passer par le tunnel pour... C'est pas du tout ça qui va arriver, en effet, et ça dit quelque chose de la singularité
du personnage de ce roman, le tunnel vaut pour lui-même. C'est l'impression que j'ai eue. Il y passe un certain temps dans ce tunnel. Pas tant pour aller d'un lieu à l'autre, mais être dans ce tunnel-là. Je me suis dit, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, au fond, c'est un lieu où il peut loger son corps. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. C'est juste, mais vous savez, ce tunnel est resté le temps de l'écriture. C'est un livre que j'ai mis énormément de temps à déplier, presque 6 ans, je crois, qui est aussi amarré à une expérience personnelle, enfin, d'une exposition dans un lieu. Bon, j'ai essayé de raconter tout ça, mais la manière dont tous les éléments se sont ajustés, ont coagulé aussi, et ont continué à couler, vaut, comme vous dites, pour l'écriture elle-même en tant qu'odyssée. Enfin, je ne voulais pas en terminer avec ce livre, en fait. Je ne voulais pas l'achever. Et de fait, ce tunnel qui était là depuis le début, qui est, je pense, le grand objet de ce livre, enfin, m'est demeuré mystérieux jusqu'au bout. Et je sais qu'il y a même des gens, les premiers lecteurs, m'ont dit mais au fond, il ne se passe rien, enfin, avec ce tunnel, enfin, qu'est-ce qu'il en... Et précisément, je ne voulais pas que ce soit un véhicule, je ne voulais pas que ce soit un lieu, comment dire, qui permette quelque chose, c'est-à-dire le passage d'une transaction, enfin, le passage de l'argent ou je ne sais quoi, évidemment pas un cambriolage, et ça m'amusait aussi de le faire croire, enfin, qu'il allait braquer sa banque, enfin. Mais il sait très bien qu'il n'y a rien dans les coffres, donc il allait surtout pas voler quoi que ce soit, il n'y a rien à voler, puisque l'argent n'existe pas. Il est déjà perdu. Il est déjà perdu. Mais en revanche, j'ai tenté à plusieurs reprises d'en faire un objet de déchiffrement, d'interprétation. Il y a plein de petites interprétations minutes, si je puis dire, de ce tunnel, parce que lui-même se demande ce que ça fait dans sa vie. Et il va y entraîner une seule personne, qui est la personne qu'enfin il aime, enfin, la personne qui enfin ouvre en lui la vérité de l'amour. En fait. Donc c'est la seule qui y entre. Mais sinon, c'est le lieu où il fait l'épreuve et l'expérience de sa solitude. Je ne sais pas ce qu'il y fait réellement, mais je crois que la mise en présence de soi, qu'on peut chercher éperdument dans des lieux frénétiques, par exemple, dans la nuit ou dans le travail, je ne sais quoi. Enfin, chacun cherche la mise en présence de soi, avec les autres ou non. C'est là qu'il obtient. Parce que là, quelque chose fonctionne qui relève à la fois de la fraîcheur, et je ne sais pas, dans la Bible, je me souviens, chez Ézéchiel, la résurrection, c'est un corps plus frais, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'un passage de la vie, d'un passage de la mort à la vie. Enfin, il est plus en vie, là. Ouais. Est-ce que vous diriez que ce tunnel cause son désir? Ah, sûrement, oui. Est-ce que vous seriez d'accord avec Je pense une manière de le dire comme ça? Alors oui, parce que c'est ce qui a déterminé l'écriture de ce livre, qui n'est que désir, en fait, qui est la tentative d'emblématiser la poursuite d'un désir. Et c'est ce tunnel. C'était pas quand je me suis retrouvé face à cette succursale de la Banque de France un jour où, avec des amis, il y avait une exposition, c'était pas la Banque de France qui m'intéressait. Je fais mine de croire ça et j'amène le lecteur là parce que c'est une chose très intéressante en soi. Enfin, la fabrication de l'argent, enfin, et ce qu'on en fait, ce que ça fait de nous. Mais de fait, c'était le tunnel qui m'intéressait. Pas seulement pour se tirer, pas seulement pour sortir de la banque, mais en fait pour y accéder, et accéder à autre chose dans la banque, et surtout accéder à lui-même. Et donc oui, la cause de son désir, si j'entends bien ce que vous dites, oui, je crois que c'est là que peut-être il se rend disponible, en tous les cas, à ça. Je ne sais pas s'il l'identifie, mais il s'y rend disponible. Depuis tout à l'heure, je me disais que j'entendais dans ce que vous me dites le fait que j'ai décrit un processus de dénudation, en fait. Cet homme se désarme peu à peu
au contraire d'une expérience qui consisterait en vieillissant à fourbir ses armes, à avoir de plus en plus d'expérience. Lui, il va s'établir, comme dit Maître Eckhart, il va s'établir dans un libre rien. Et je crois que ce tunnel, peut-être, c'est un lieu où, plus encore que dans la maison, où il a accès à l'enfance dont il est privé, dont je suis privé, puisque je ne suis plus enfant. Ça marche, mais pas complètement. C'est une belle maison, il n'y a pas de problème. Mais en attendant le jardin, quand il y est tout seul, ça n'a pas de sens. Ce jardin va exister à la fin, quand enfin, l'Ilia. J'avais pas entendu la première fois que dans l'Ilia, il y a. Bon, quand je l'écrivais, je me rendais pas compte. Ce jardin va exister en tant que cantique du cantique, en tant que jardin sauf à la fin. Mais avant, c'est dans le tunnel que ça a lieu. Je sais pas trop ce qui s'y passe, hein. Et j'ai quand même envie, et c'est sans effronterie que je vous le dis, j'aime aussi le non-savoir. Enfin, j'aime bien que ça reste un peu inconnu, aussi parce que la littérature, telle que pour moi elle a pris toutes les places, à commencer par celle de la religion, c'est-à-dire que c'est quelque chose à quoi je crois, la littérature, dont j'imagine que je bénéficie dans ma vie, poétiquement. Eh bien, je me dis que ça a à voir avec une forme de savoir, qui ne se prévaut de rien, mais aussi avec un non-savoir. Et je sais que ça coule, les ressources qui me sont offertes par la littérature n'existent qu'à proportion d'un certain aveuglement de ma part. Enfin, c'est aussi le point d'impossible. Dire que ça cause le savoir, c'est au fond lui donner une place, mais ça n'est pas ce n'est pas du côté du savoir. Absolument. Hein, c'est donner une place à... Oui, la cause du désir. Oui, voilà. Non, mais oui, ça me fait penser infiniment. Oui. J'ai essayé de trouver des équivalents de ça par les phrases, voilà, par la fructification, la fruition, dirait Barthes, des phrases, puisque sans qu'on voit jamais ce qu'il écrit, cet homme ne cesse d'écrire. Enfin, de quand même, à la place des chiffres qui agissent comme des impacts sur lui, il se donne quand même une certaine, non pas une assise, parce que c'est un homme du déséquilibre, enfin, qui est constamment comme Jacob qui aurait lutté avec l'ange et qui est déhanché. Cet homme est constamment en train de lutter avec l'ange. Enfin, je m'en rends bien compte. Il vacille, il tombe. Enfin, il y a plein de. Ça lui donne un mouvement. Mais c'est là que, absolument, c'est là qu'il vit. C'est pas en se tenant debout et en étant plein de certitude. Là, il meurt. Alors, on voulait aussi vous interroger sur les extases, justement, tout à l'heure. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que les extases, vous les rangeriez alors d'abord, on peut dire qu'il y a peut-être deux types d'extases. Enfin, je ne sais pas si on peut... Il y a les extases que j'appellerais radieuses, qui sont des extases telles qu'on a lu, par exemple, dans l'extrait tout à l'heure, qui sont du côté de la vie, du côté... Et puis, il y a... je ne sais pas si on les rangerait du côté des extases, mais en tout cas des moments où le corps souffre, hein, et beaucoup, comme par exemple dans la Banque de France. Donc il y a deux types d'extases. Alors peut-être la première question, ce serait qu'est-ce qui fait, est-ce que vous avez une idée de ce qui ferait la différence entre les deux? Est-ce que c'est la découverte du tunnel précisément qui fait que ensuite les extases sont plutôt des extases radieuses? Et ensuite ces extases, est-ce qu'elles sont alors du côté d'un sentiment océanique tel que Romain Rolland l'a décrit, c'est-à-dire plutôt quelque chose, je dirais, du côté d'un tout, du côté de quelque chose qui me semble, chez Romain Rolland, ce serait plutôt, ça coïncide, le langage et la jouissance coïncident, ou est-ce que ce serait plutôt un peu autre chose, ces extases, c'est-à-dire justement un moment d'effacement où il y a une jouissance qui arrive. Je ne sais pas, peut-être que c'est pas possible de répondre à ça, mais...
pour répondre d'abord à la différence entre ce qui peut lui arriver de négatif ou de bénéfique, je ne sais pas si au fil du temps, il en est arrivé à avoir plus d'expériences radieuses que néfastes, mais parce que quand même, il y a après la mort de son mentor, il y a une très longue dépression au fond, et qui va être rédimée par l'accession à la charité, voilà, à quelque chose à l'intérieur de l'amour qui devient inconditionnel, en fait, puisque la charité, la caritas, c'est ça, c'est un amour qui n'est pas adressé à quelqu'un, c'est un amour sans objet. Alors là, peut-être qu'effectivement, quelque chose depuis cette dépression s'illumine, ou s'enlumine, je ne sais pas. Mais pour moi, l'extase n'a pas de couleur, en fait. Elle est couleur de vide, comme dirait Lacan, justement. Alors effectivement, elle a des tonalités plutôt confortantes ou réconfortantes, ou alors des tonalités amoindrissantes. Mais précisément, cet homme, je l'ai envoyé comme un éclaireur, comme une espèce de kamikaze de lui-même, enfin, pour expérimenter ça. Enfin, il me plaît en cela qu'il peut y aller et venir, comme Job revient pour nous le dire. Comment ça se passe quand on est à vif tout le temps? On ne cesse, je dis on, je ne sais pas vous, mais j'essaye de me protéger un peu quand même. Je ne suis pas aussi trompe-la-mort et aussi casse-cou que lui. Mais précisément, j'en apprends de ce personnage que j'ai inventé parce que lui, je l'ai conçu comme quelqu'un qui ne se protège jamais. C'est quelqu'un qui peut être victime à un moment. Il n'a rien fait pour que ça n'arrive pas, en fait, non plus. C'est-à-dire que... Très juste. C'est comme s'il fallait qu'il en passe aussi par là. Il y a quelque chose, alors je vais le dire, je sais que ce mot est emphatique ou dramatique, mais il y a quelque chose de sacrificiel chez lui, au sens où il fait l'expérience de lui-même sans cesse, sans jamais prendre la précaution de s'empêcher d'aller dans des lieux où c'est pas bon pour lui. Précisément, il s'engage à la Banque de France. J'ai dit qu'il fait ça contre lui-même. Toute l'énigme de sa position, comme dirait Joyce, l'énigme de sa position, c'est ça. Pourquoi il se force? Qu'est-ce qu'il y a dans ce forçage? Et je me dis que donc ces extases, c'est la dimension, enfin, où quelque chose d'une forme de délivrance a lieu. Et alors, peut-être je vais dire une bêtise, mais je me l'applique quand même bien souvent à moi-même. Peu importe que ce soit une bonne expérience ou une mauvaise, peu importe que ça fasse du bien ou du mal, si c'est une expérience enfin, parce que à force de se protéger, on ne fait plus d'expérience. Walter Benjamin l'a dit dès la sortie, et Freud aussi, dès la sortie de la Première Guerre mondiale, on ne fera bientôt plus l'expérience de rien. Et c'est pas seulement pour dire une bonne guerre nous ferait du bien, puisque la guerre a lieu tout le temps. C'est que on n'accède qu'à des choses qui relèvent d'une forme d'innocuité ou à des impacts, enfin, et contre lesquels on est bien forcé de se protéger. Et les lieux où on ne se protège pas, qui peuvent être des lieux de péril, effectivement, j'ai tendance, alors c'est la dimension peut-être masochiste de ce personnage, je ne sais pas, enfin, je le dis en rigolant, j'ai tendance à penser qu'il va sans cesse chercher les lieux où on est en vie, quitte à se prendre des coups, parce qu'il s'en prend, enfin, quitte à se donner lui-même des coups. Voilà, il est à découvert, il est désarmé. Ça m'avait, je sais pas, je me disais, voilà, qu'est-ce que c'est parce que ça, je me le suis dit quand même en l'écrivant. Qu'est-ce que ce serait quelqu'un qui serait volontairement désarmé? Vous voyez, pas désarmé au sens où il s'est fait avoir, il sait pas quoi, il n'était pas prêt. Non, quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, et je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. C'est une éthique de l'angoisse.
presque. Sûrement, oui. Oui, en tant que l'angoisse, comme vous le savez mieux que moi, elle est aussi le terrain même de la jouissance. Enfin, cet homme, alors son angoisse, encore une fois, en tant que je l'ai envoyé dans des lieux que je connais bien, au fond. Quand je dis que je n'y vais pas, c'est parce que je les connais. Cet homme a la hantise de ne pas vraiment vivre. Et a la hantise de se dire un jour je n'ai pas vécu. Comme dans je ne sais plus quelle fable de La Fontaine, au fond. Ça, le vrai ratage, ça serait ça, en fait. De se dire, ben non, je suis resté à la lisière de l'existence elle-même. Et donc, toute cette éthique du creusement, d'aller, Léris dirait, fréquenter la corne du taureau, enfin, de se forcer là aussi, d'aller à la banque, de fréquenter des gens de pouvoir, et même également au début de se forcer à être tout à fait ouvert aux femmes, dont je ne sais plus très bien, mais je suppose qu'il en a peur, enfin ça se voit, enfin qu'il est... En tout cas, il ne recule pas devant cette... Voilà, il ne recule pas. C'est il a fait de lui-même un terrain. C'est là qu'il y a une dimension éthique. Oui. Au fond, c'est aussi ce qu'on voulait aborder là, comme prochain thème de cette conversation, c'est la question de l'engagement. Alors donc le portrait du trésorier se resserre. Nous passons à la solitude qui n'est pas sans engagement. C'est plutôt la solitude et à partir de laquelle l'engagement se fait. Le savoir a peur de l'inconnu. Il ne supporte aucun risque. Au contraire, les êtres solitaires qui entrent dans la nuit accèdent au point où le savoir meurt. Le trou va plus loin que le système. Donc nous disions, comme le disait Laurent, là, le trésorier payeur n'a pas peur d'approcher ce point irréductible au savoir, qu'on ne peut approcher que chacun ou un par un, même si tout le monde est confronté au fait que tout ne peut pas se savoir, n'empêche que ça, on peut l'affronter que chacun. Donc il quitte la terre ferme, quelque part, pour s'en approcher. Cette hardiesse qu'il a, vous en témoignez aussi, vous, comme écrivain. J'oublie pas d'ailleurs que la revue que vous dirigiez avec François Méronis s'appelait Ligne de risque. C'est vrai. On pourrait dire que peut-être ce point, c'est le point au départ de la ligne. Peut-être. C'est juste, oui. J'avais été aussi frappée je crois que c'est dans une des revues où vous parliez de Moby Dick, où vous évoquiez justement, vous en avez un peu parlé tout à l'heure déjà, l'Indenne. Oui. Alors, est-ce que c'est une manière de dire qu'atteindre ce point, au fond, ne l'élucide pas, l'appeler l'Indenne? Mais oui, je pense que c'est un point alors qu'on peut rejoindre, mais ce point n'existe, je dirais pas à s'évanouir, mais il n'existe pas pour nous donner des réponses, enfin, ni même pour élucider quoi que ce soit. C'est peut-être un point, alors pour le coup, difficilement habitable, mais où la construction à laquelle on essaye d'échapper, enfin à laquelle ce personnage en tous les cas essaye d'échapper, cette construction n'accède pas à ce point. C'est-à-dire que dans l'étrange initiation dont il témoigne, enfin, de traverser de toutes sortes d'apparences, mais qui ne sont pas que des apparences, dans les empêchements successifs qui lui permettent d'accéder, puisqu'il accède par des empêchements, il va à un moment, non pas s'établir, mais quand même trouver
Deleuze dirait comment il appelle ça déjà, bon, j'aurais mieux fait de ne pas citer Deleuze. C'est pas un accommodement, un agencement, voilà. Il trouve un agencement. C'est pas simplement l'un de ces petits agencements de bien-être, par exemple, de se dire, moi, ce que j'aime à 17h, c'est m'allonger avec un petit verre de vin, etc. Bon, ça, on en a plein, enfin, j'en ai plein. Non, c'est un agencement vital, fondamental. Et c'est un point, effectivement, qui n'est peut-être pas situable dans l'espace, enfin, qui n'a pas de coordonnées, un point de solitude dont j'aime à penser, puisque rien ne me le prouve, à part ma joie de l'écrire, dont j'aime à penser qu'il est intraitable, irréductible et indemne. Indemne au sens étymologique, c'est-à-dire non damné. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui, non pas d'une immunité, mais quelque chose qui serait quand même, malgré tout, toujours intact. C'est-à-dire que ce point, qui n'est peut-être pas extérieur au corps, qui peut-être fait partie du corps, enfin, là il y aurait une géométrie un peu bizarre, convexe et concave à la fois, ce point, c'est le cœur de toute possibilité de rapport avec ce qui n'en fait pas partie. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ce point, il faudrait peut-être parfois toute une vie pour le localiser, enfin, si ce point n'existe pas, alors on est en enfer. Enfin, comme dit Rimbaud dans Une saison en enfer, je me crois en enfer, donc j'y suis. Le trésorier payeur ne se croit pas en enfer. Depuis le début, il se force parce qu'il a une stratégie. En fait. Et cette stratégie existentielle est tout entière travaillée, même s'il ne le sait pas vraiment, par l'idée que, enfin pas par l'idée, par la conviction que sa vie même est déterminée par ce lieu qu'il doit rejoindre. Alors ce lieu indemne, effectivement, qui va à un moment dans sa vie, ça ce sont les hasards romanesques et du destin, disons, ce point va coïncider avec la découverte de la charité. Mais l'indemne, en tant que tel, me semble ruisseler comme étant ruisseler dans le langage, comme étant sa dimension intérieure elle-même. Et depuis une dizaine d'années, oui, je pourrais dire ça, ce que j'écris essaye de s'accorder, comme on se brancherait sur un plus de jouir, je ne sais pas quoi, quelque chose en mieux. Tout ce que j'écris essaye de se brancher sur cette innocence renouvelée, enfin, cette possibilité d'élargir ce qui n'est pas encore souillé du langage. Donc il y a vraiment... Touché par l'autre. Est-ce que ce serait ça, l'autre du langage? L'autre du langage, oui, je ne sais pas ce que c'est, mais oui, disons ça, oui. Alors il y a effectivement c'est peut-être un fantasme, enfin c'est sûrement un fantasme, c'est une construction de fantasme, mais quand je disais tout à l'heure que cet homme est désarmé, c'est précisément parce que il s'arme de ça, de ce lieu où il s'expose et qui est en même temps un refuge, où là, ces déséquilibres, ces maladies, ces extases comme ça, qui partent dans tous les sens, se concentrent et lui donnent une puissance, voilà. Au bout du compte, au comble de la fragilité, dans cette solitude-là, enfin, qui est peut-être où il trouve quelque chose d'indemne, où la société n'a pas prise, où personne n'a prise, comme dans son tunnel où il invite seulement son amoureuse, alors il est tout entier. Peut-être que là, le tout, puisque cet homme se vit comme amoindri, enfin, amoché, je ne sais pas, le tout revient. Alors, je ne sais pas si tout ça, si je m'aventure à dire tout ça, je ne sais pas très bien. Vous le présentez là à plusieurs reprises, c'est marrant parce que je n'avais pas pensé à ça du tout en lisant le roman. Là, vous employez souvent le terme de désarmé. Oui. Il est désarmé, vous dites, mais au fond, moi, ce qui m'avait surtout frappé, c'est que
il avait quelque chose qui était un vrai point d'appui pour lui dans l'existence, c'est son éthique. Je voulais lire un passage qui m'a spécialement frappé. Le secret gisait au fond du trou. Ainsi n'y avait-il pas d'autre solution, dit-il, que d'y descendre à son tour pour voir, même s'il n'y avait rien à voir ou que cette chose échappât à la vision, pas d'autre recours qu'une exploration personnelle. Qu'il y eût quelque chose ou rien au fond du trou, seul celui qui s'y engouffrait pourrait le savoir et aurait une vie. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment la force éthique de se désarmer, comme vous l'appelez. J'étais très sensible au fait, au fond, il n'y a pas d'autre solution qu'une exploration personnelle, c'est-à-dire que c'est s'affronter à une certaine expérience de la solitude, c'est la seule façon, au fond, d'en savoir un peu plus, pas tellement sur ce qu'il y a au fond du trou, mais sur ce à quoi on a affaire, oui. Sur ce qui nous bouleverse, sur ce qui nous tracasse, sur ce qui nous réjouit ou nous émeut. Mais c'est ça le rapport éthique. Je me suis demandé, enfin, au fond, c'est plutôt l'idée que j'avais, c'est de s'affronter à ce point-là. C'est ça qu'il vivifie, ce personnage-là. Et moi, je serais assez tenté de dire qu'il n'est pas tant désarmé que ça. Ah, c'est possible, tel que vous le dites, vous me convainquez. Enfin, je l'ai doté, si je puis dire, d'une absence d'armes. Ouais. Peut-être par ruse, en fait. Peut-être qu'il est plus fort que ce que je dis, ou ce que je ne crois, ce que je lis, pardon. Je ne sais pas, c'est un point qui... il y a ça dans Rimbaud, force ou faiblesse, peu importe, c'est ta force. Et je dois dire que dans ce passage-là, ça m'a vraiment fait penser à l'expérience d'une analyse. Oui. C'est un cheminement assez solitaire, oui. Et c'est surtout un... Mais pas tout seul. Pas tout seul, en effet, mais c'est... là aussi, c'est s'affronter à un point de solitude. Bah, on pourrait dire que l'analyste est le tunnel dans une analyse. J'imaginais ça, oui. Ouais. J'imaginais ça, oui. Et qu'au fond, on découvre peut-être à la fin un point de solitude. En tout cas, on produit, l'analyse produit ce point de solitude, peut-être. Ouais. Il y a un séminaire qu'a tenu Jacques-Alain Miller qui a vraiment beaucoup... on a tous beaucoup travaillé dans l'école, qui s'appelle L'être et l'un, où il différencie en fait ce qui est du côté de il y a, du côté de l'existence, et ce qui est du côté de l'être. Ce qui est du côté de il y a n'a pas de prédicat. Et je me suis demandé si ce point de solitude, l'indemne, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait mettre du côté de l'existence. Ce que vous dites me fait penser, parce que effectivement le il y a, du côté de l'existence, c'est ce qui se donne. C'est comme ça qu'à la fin de sa vie, Heidegger dotait le temps. Il disait le il y a du temps, le es gibt, articulé ou non à l'être, mais c'était une disponibilité à lui-même, le temps. Et de fait, dans le parcours que j'ai entrepris avec cet alter ego, qui parfois est à la troisième personne, et puis finalement la première personne revient en lui, avec lui, il y a une advenue, je ne sais pas si elle est progressive, mais elle est lente, du temps. C'est comme si finalement tout ce travail qu'il produit sur lui-même pour s'ajuster à un lieu auquel il veut rester étranger, disons la banque, l'empêcher de vivre le temps. C'est-à-dire que l'effort, tel que je le conçois, l'effort, c'est ce qui nous empêche de jouir du temps. Et peut-être que le temps se donne effectivement avec l'il y a,
Et en tous les cas, je sais qu'en écrivant Le Trésorier payeur, enfin, c'est-à-dire en essayant d'écrire l'histoire de quelqu'un qui ne cesse de payer de sa personne pour accéder au trésor, c'est en cela que j'aimais ce qualificatif désuet de trésorier payeur. Ça me renvoyait à d'anciennes dénominations liées aux finances publiques, disons, parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec la banque, le trésorier payeur. Et j'ai gardé volontairement ces deux mots, encore une fois, pour les faire travailler l'un avec l'autre. À un moment, effectivement, de l'écriture, au bout de 5 années, j'en suis arrivé à déployer alors une extase, comme vous disiez. Je crois qu'il y a un chapitre qui s'appelle Extase. C'est celui auquel je tiens le plus, parce que précisément, il ne s'y passe rien, où cet homme accède au fait qu'il a tous les âges. C'est-à-dire qu'il a 50 ans, 70 ans, 7 ans. Bon, évidemment, c'est le miracle de l'écriture. Il suffit de le dire. Mais de fait, en se rendant disponible grâce à la dépression et grâce à la vacance et au fait qu'il a obtenu finalement de ne plus aller travailler et de rester seul dans son jardin tout un été, grâce à tout ça, il ne se dispose plus face à quelque chose, il ne fait plus d'efforts, il n'essaye plus, il n'a plus de réticence, il n'a plus de crispation, il n'est plus dans une chevalerie, comme je le disais comme ça tout à l'heure, avec il n'est plus dans un tournoi, mais il va laisser quelque chose être à sa place. C'est comme ça que j'entends le « il y a ». Et ça se passe dans un jardin où il tire pour 2 mois d'été sa chaise longue, son transat et des livres. Et comme il a une certaine disposition à la clochardise, il peut dormir partout, il s'en fout. Enfin, le confort, c'est pas sa question. Il va être là, vivre le là, enfin le Dasein, enfin l'Ilia. Et de fait, je me suis aperçu, enfin, en écrivant ces derniers chapitres, celui-ci en particulier, dans une joie que je n'avais jamais connue, avec une évidence sans rature, à la main, moi j'écris à la main. Je me suis rendu compte que quelque chose refluait d'une expérience, alors pour le coup la plus universelle, mais sans doute aussi la plus singulière, puisqu'elle ne se compare à rien, enfin, qui est celle du temps. Pour la première fois, je dirais, dans la vie des personnages que j'invente, il y a eu du temps. Pas celui qui passe, même si d'un coup ça s'allongeait, enfin, mais celui qui, comme la lumière chez les peintres, vient sculpter les silhouettes, vient faire être quelqu'un. Voilà. Et c'était comme une donation, comme on dit en philosophie. Et voilà, ça se dit difficilement dans un script, c'est-à-dire que ça n'a pas de début ni de fin. C'est même pas seulement épiphanique, mais ça emplit, voilà, comme si un lieu vide d'un coup était irrigué. Voilà. Alors cet il y a, ma réponse est oui. C'est ce qui a surgi là dans l'écriture, au fond. Absolument, c'était pas du tout prévu. Enfin, c'est un livre largement médité, architecturé, mais aussi très pris jazz. Enfin, parce que franchement, en ayant installé au milieu, enfin, j'ai l'air de dire comme si je l'avais fait exprès, mais c'est pas. En ayant laissé être un tunnel au milieu, de fait, jusqu'au bout, je savais pas vers où ça allait. Voilà. C'est très sensible, ça, dans la façon dont, au fond, j'allais dire, dont est composé le roman. C'est justement ça, c'est qu'il y a une partie qui n'est pas composée. J'imagine, en tous les cas, c'est l'expérience que j'en ai faite, c'est aussi l'expérience que je fais du langage, enfin, que j'ai toujours faite sous toutes ses formes, même quand j'étais professeur, enfin,
c'est le moment où on parle, enfin vous connaissez ça évidemment mieux que moi, enfin, le moment qu'on écoute ou qu'on le dise, enfin, où quelque chose parle à l'intérieur du langage. C'est pas que ça parle à sa place, c'est qu'enfin la parole parle. Enfin, Ça. Pas le truc qu'on désirait communiquer, mais quelque chose d'autre. Enfin. Et bon, pour moi, l'écriture a lieu là. Sinon, c'est pas de l'écriture. Enfin, c'est ce que j'ai tendance à me dire. Enfin, la résolution colorée d'un script, pour moi, c'est pas un roman. Justement, à propos de l'écriture, peut-être il y avait encore quelques points qu'on voulait aborder. J'avais relevé un autre passage. Le trésorier payeur ne se vouait à l'écriture qu'afin de dépenser ce qui dans son esprit était en trop. En un sens, il consumait par des phrases une chose qui n'existait qu'à travers le mouvement qui la jetait hors de lui. Son écriture effaçait ce qu'elle y déposait. C'est un passage très fort qui, à la fois, rend sensible la fonction de l'écriture pour ce personnage, mais au fond, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce paradoxe qui se dessine là, dans cette dernière phrase. Écrire, c'est à la fois faire exister et effacer, dans le même mouvement. Est-ce que vous nous diriez un petit quelque chose de ça? Ah ben j'ai bien conscience de cette contradiction, puisque je vis là. Ouais. C'est-à-dire que je ne cesse en écrivant, et j'écris beaucoup. Je veux dire par là que j'ai organisé ma vie pour pouvoir écrire le plus possible, parce que j'ai une grande soif, un grand appétit de dépense par l'écriture. Et donc je sais que je suis travaillé, enfin je suis animé plutôt dès le matin, par ce vide qui m'appelle, et c'est pas que je le remplisse, mais ce vide demande ce vide est en mouvement, et il appelle effectivement des phrases, enfin, et peu importe que je les efface ou non réellement, que je les rature ou non, que je les publie ou non, je sens bien qu'il y a un mouvement de dévidement, si je puis dire, enfin, et que ça s'accumule, nécessairement. Et chez moi, comme chez le trésorier payeur, vous avez aussi une armoire normande? C'est pire que ça. J'ai dû quitter Paris parce qu'il n'y avait pas assez d'espace pour y loger tous mes cahiers, mes pages, mes livres, mais aussi ma femme et mon enfant. Enfin, j'aurais dû dire ça avant, j'ai l'air d'un fou en les mettant après. Je m'amuse à le dire comme ça. Et donc dans la maison, nous habitons maintenant en banlieue. J'aime le mot banlieue, le lieu du ban, du bannissement. Enfin, c'est très étrange l'idée qu'on se fait de... Quand on est en banlieue, on pense toujours depuis Paris, et je ne peux pas m'en empêcher. Bon, passons, c'est une autre histoire. Mais c'est un lieu d'accumulation, voilà. De 3 accumulations, d'empilement de nos... Un dépôt, quelque chose voilà, qui se dépose. Et pourtant, je ne cesse d'activer en moi quelque chose, l'écriture, qui, je vous assure, est animé par la pulsion contraire. C'est-à-dire c'est-à-dire de faire le vide. Enfin. Mais comme ça s'écrit, ça crée de la quantité aussi. Et quand j'ai eu fini ce livre, je ne m'étais absolument pas rendu compte qu'il était si volumineux, enfin, que s'y était accumulé tant de pages, tout simplement. Et donc oui, je ne saurais pas quoi dire de ça, puisque c'est drame, au sens, pas au sens où j'en souffre, mais c'est le lieu où se jouent des choses
des polarités effervescentes, et qui m'envoie de Charybde dans Scylla. Est-ce que vous diriez, pour reprendre un mot que vous avez employé, que c'est votre agencement? Oui, c'est mon agencement, oui. Alors c'est un agencement que je m'amuse aussi à comment dire, pas à trahir, mais à faire choir ou à bousculer. À bousculer, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais c'est un agencement auquel je reviens, et c'est comme ça que ça vient, et c'est par là que ça vient. Entre accumulation et désir d'oubli, enfin. Ouais. Si j'osais, je vais oser, je dirais que c'est comme une étreinte amoureuse, sexuelle. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui donne tout entier, qui relève d'un désir de s'abandonner, enfin, et même de perdre tout repère. Enfin, et quelque chose s'ajoute de cette étreinte qui relève d'un plus d'amour. Enfin, voilà. C'est ça. Donc, tout ce qui a travaillé ce livre, je sens bien que ça a à voir avec ce que vous précisez de plus en plus, puis j'essaye de m'y employer aussi, c'est accumuler, abandonner, perdre, gagner. Enfin, ce sont des choses qui ne s'arrêteront jamais, en fait. Qui est au cœur de la parole, oui. Au cœur de la fonction de la parole. Bah, c'est que ça, c'est que la parole, enfin, qui nous... C'est un livre sur ça, au fond, qui est sur cette dimension-là, que j'ai activée en lui donnant un décor, disons. Mais ça se joue à l'intérieur de la parole. Oui. En effet, vous avez raison. Alors, puisque vous avez évoqué le lien entre peut-être le baiser et l'écriture, enfin, peut-être je vais prendre une phrase qui vraiment est dans la ligne directe de ça. Donc, le trésorier payeur se souvient de l'étreinte avec Hetzer. Je ne sais pas comment. Esther. Voilà, Esther. pardon. En se concentrant bien, il parvenait à revivre la sensation éprouvée. Il n'existe rien de plus intense que cette joie d'embrasser le sexe des femmes, et rien de plus chavirant que celle d'en recevoir la rosée. En écrivant ces phrases, je la sens humecter ma bouche. Le secret des romans réside dans leur humidité. Les phrases imprégnées de cette eau intime sont les plus belles. C'est magnifique. Alors ça vient juste, enfin c'est vraiment, ça vient presque illustrer ce que vous veniez, il me semble, de dire. Alors ce qui m'a frappé aussi dans cette, puisqu'on parlait de l'écriture dans ce petit passage, c'est que au départ c'est un il qui concerne le trésorier payeur, et tout d'un coup là, le narrateur apparaît avec un jeu. Et finalement, écrire, ce n'est pas simplement déposer, effacer, mais là, c'est aussi éprouver. Oui. C'est très juste. Je me disais, en vous écoutant, que le surgissement de ce jeu, qui est arrivé comme ça, qui n'était pas prévu. On l'entend comme une poussée, enfin, tout d'un coup, quelque chose... coïncide pas, mais vient après la mort, puisqu'il y a un mort dans le livre, et pas n'importe lequel, puisque c'est une sorte de double du trésorier payeur, qui est son protecteur, qui était le directeur de la banque, Charles de Rennes, et qui a aimé la même femme. Et c'est comme si finalement ce jeu, qui identifiait forcément, même à mes propres yeux, comme étant le mien, ce jeu, était celui de Charles de Rennes. Enfin, comme si j'avais été le protecteur, ou comme si, j'étais évidemment pas lui, puisque je suis moi, mais comme si le besoin se faisait, puisqu'il venait de perdre sa colonne, si je puis dire. Enfin, le besoin se faisait de le protéger, en fait. Et ça a été assez étrange, comme cette tendresse narrative, d'un coup. Je voulais le prémunir
également, en fin de livre, contre, je sais pas, une agression dont je voyais pas les contours. C'est-à-dire que je sentais que le livre arrivait à sa fin et que donc il allait être rendu public. Enfin, et il y a un compte à rebours aussi, enfin, il y a une date là aussi, enfin, quand on remet les manuscrits. Et ça faisait 6 ans que ça durait, et là, j'allais devoir m'en séparer. Et donc l'énonciation est devenue un peu urgente, enfin, elle s'est dédoublée. Et puis il y avait ce désir effectivement de l'amener, enfin peu à peu, de m'en dessaisir et de l'amener vraiment avec mes mains jusqu'à la lecture. Et bon, il y a autre chose effectivement d'éminemment, vous l'avez lu, enfin c'est les phrases sans doute les plus palpitantes à mes oreilles, enfin du livre, celles qui vont par-delà la banque, par-delà les souterrains, par-delà les coffres-forts, par-delà les grottes, par-delà le tunnel, jusqu'au sexe des femmes. Voilà. Et la passion de cet homme, soulignée par la mienne, puisque j'arrive là, c'est moi qui dis je, est dirigée, voilà. Elle est localisée. Et c'est vrai qu'en fin de livre, c'est pas que les choses s'avouent, que les cartes s'abattent, sans doute aussi un peu, mais c'est que j'ai essayé de m'assurer du fait que ce processus très lent qui s'appelle un livre, enfin, que tout se passe bien, en fait. Vous voyez, comme un médecin, en fait. Qu'on prenne soin, parce que là, c'est vraiment la moindre mélecture, enfin non-lecture, la moindre malice de lecture peut tout foutre en l'air. Je le dis exprès comme ça. Je voulais que sur ces questions éminemment délicates, enfin, du rapport entre le lieu du sexuel et le processus d'écriture, parce que je dis clairement que la littérature, ça se fait avec ce que je vais trouver en faisant l'amour, et que je reçois du corps d'une femme. Je voulais qu'on m'entende bien, en fait. Bon, ça ne va pas sans un bras d'honneur également qui traverse tout le livre, du style m'emmerdez pas. Mais quand même ça, je voulais prendre soin que ce soit dit de manière limpide, transmissible et éventuellement aimable. Et donc, c'est vrai que vous avez absolument raison, vous êtes très précise. C'est ça l'économie à la base de la poésie. Voilà. À la fin, c'est fait. C'est ça. Vous évoquez la fin de ce roman. On s'approche de la fin de cet entretien, et alors, vous savez qu'il y a quelque chose qui tracasse éminemment les psychanalystes, c'est la question de la fin de l'analyse. Ouais. Ça a à voir avec ce que vous dites là. Absolument. Comment quelque chose peut ou non se transmettre, comment quelque chose peut ou non se conclure, comment quelque chose peut passer ou pas. Il y a un passage qui m'a fait penser à cette question-là. Car si de grandes choses se vivent sur un plan de féerie, qui échappent à leur inscription dans l'anecdote, elles se propagent à travers les phrases. Et il arrive qu'on puisse en sentir le fluide, comme l'amour. Cela ne peut se dire que d'une manière volatile et musicale, l'essentiel relève du parfum désirable de la fiction. Je trouvais que c'était vraiment une façon d'attraper ce qui passe dans l'écriture, qui ne trouve pas à se loger dans l'anecdote, qui n'est pas de l'ordre du racontable, mais qui passe quand même. Vous disiez tout à l'heure, en référence à Lacan, ce qui est interdit, qui est entre les deux. Je voulais vous demander, au fond, vous avez dit que vous consacriez beaucoup de temps dans votre vie à l'écriture, vous avez publié de nombreux romans. Je me suis demandé si vous,
avec le recul, vous vous faites une idée de qu'est-ce qui fait que vous arrivez à faire passer quelque chose? Je ne suis pas sûr de m'en rendre compte. Enfin, Ouais. Ça m'occupe, ça me préoccupe. Ouais. Là aussi, j'aime, en tous les cas, je me fais croire, j'aime ne pas tout bien comprendre, mais une chose est sûre, c'est que tout ce que j'écris est adressé. Oui. Je veux dire par là que je n'ai jamais, par exemple, écrit de journal. Je veux dire, de ce genre d'écriture qu'on tient pour soi-même, même si je pense que c'est jamais pour soi-même seulement, mais peu importe. J'ai toujours écrit, et tout ce que j'écris dans tous les genres différents est toujours élaboré en vue de quelqu'un Ouais. que je ne connais pas, bien sûr, dont l'éditeur ou l'éditrice n'est qu'une personne intermédiaire, mais comment dire ça? Je cherche à me faire comprendre. C'est une chose qui peut paraître pathétique parfois, enfin, dans certaines circonstances, mais pour moi c'est une direction. Je veux dire par là que c'est pas que je sache où je vais, Ouais. mais je ne me serais pas embarqué si je n'imaginais pas qu'il y avait une direction, un but, je sais pas, et cette direction, c'est les autres, enfin, qu'ils soient loin ou près. J'ai eu la vocation quand j'étais, j'ai pas été prêtre, mais professeur, ni banquier, mais professeur. Et je fais partie de ces personnes, je peux le dire aujourd'hui, enfin, tranquillement. Je crois que c'était ça, je suis quasi sûr, qui ont eu la vocation de l'enseignement. J'ai énormément aimé ça. Ça m'a fait énormément souffrir aussi. Je veux dire que c'était compliqué. Mais ça m'a fait sortir d'un certain solipsisme dans lequel j'étais évidemment enfermé et d'une tendance à aller même en littérature, même en tant que lecteur, vers tout ce qui était réputé illisible. C'est-à-dire que j'aimais Mallarmé, Joyce et Derrida, passionnément, à 18-19 ans, à l'exclusion de tout ce qui était lisible. Et quand je suis devenu professeur, c'est pour l'anecdote, mais c'est pour aller pour essayer de réfléchir à voix haute. Et quand je suis devenu professeur au collège, dans des banlieues proches de Paris, où je faisais annonner des dictées et des poésies à des petits sixièmes, j'allais dire progressivement, mais non, en une seconde, dès le premier jour, je suis sorti de ce solipsisme. Et j'ai compris que Derrida, Mallarmé et Joyce s'adressaient à quelqu'un. C'était pas du tout illisible, et que c'était pas leur désir d'être illisible, et que ça n'avait de sens qu'à être lu, partagé, aimé, etc. Et tout ça pour dire que l'expérience de clarification instantanée, permanente qu'est l'enseignement, de prise en compte des autres et de soins qu'on apporte à écouter et à parler et à faire quelque chose avec la parole, ben tout ça m'a apporté au moment où j'ai fait commuter ce travail dans l'écriture exclusivement. Alors, j'ai écrit des livres quand j'étais encore enseignant au collège et au lycée, mais il y a eu un moment où ça n'était plus possible. Enfin, mon corps ne suivait plus. J'étais épuisé à 35 ans, et avec des symptômes hémorragiques. Tout. Et le basculement dans l'écriture, c'est pour ça qu'elle est permanente. Non seulement a guéri ces symptômes, mais s'est approché de quelque chose qui était mon véritable désir, tout en continuant à m'adresser aux autres. C'était plus une classe, c'était plus seulement des enfants,
C'était d'autres personnes que je ne connais pas. Mais tout ça pour dire que moi, je n'ai jamais écrit une seule phrase dans ma vie sans penser qu'elle s'adressait. Je ne sais pas si elle est écrite pour, mais en tous les cas, j'ai bien conscience qu'il y a quelqu'un d'autre. Du coup là, pour terminer avec ça, contrairement à ce que dit le titre de Freud, qui est lui-même, qu'il critique lui-même, l'analyse ne peut pas être interminable. Il dit analyse interminable, c'est ça, mais... Oui, analyse finie ou infinie, voilà. Terminable ou interminable. Un livre ne peut pas être interminable, pour cette raison même qu'on ne peut pas y convier les lecteurs, les lectrices, durant le temps de son écriture. Ce serait assez fou d'ailleurs. Et donc, c'est transmis à condition de sa finition. Voilà. Peut-être que ça nous apprend quelque chose de la fin d'une analyse, c'est-à-dire que finalement, ce serait s'adresser à partir d'un point de solitude. Ouais. Peut-être. Ouais. C'est formidable. Je sais pas si ça te... On pourrait s'arrêter sur ce point-là. On pourrait s'arrêter là-dessus. Voilà, ça va nous donner des pistes pour la suite. Moi aussi. Il nous reste à vous remercier vraiment d'avoir pris le temps de cette conversation. Merci. Ça a été c'était très enseignant pour moi. Pour moi aussi. Voilà, on a eu beaucoup déjà de plaisir à travailler à la préparation de cet entretien. Et là, on a appris beaucoup de choses avec vous, donc un grand merci pour ça. On voulait... Il est là, mais oui, il est là. Peut-être aller le chercher. On fait un petit coup. On a un petit cadeau. Donc c'est ce numéro de la revue de La cause du désir, qui est donc la revue de l'école de la cause freudienne, qui a eu lieu sur le thème l'argent, totem et tabou. Et alors vous verrez qu'à la fin, il y a, et puis tout le long, il y a des illustrations d'Édouard Levé, qui est un photographe dont vous parlez et qui est au cœur du roman aussi. Voilà, donc c'est un grand plaisir de vous le donner. Grand merci. La cause du désir, c'est... À cause du thé, voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci à vous et à bientôt. Quand vous voulez. Formidable. Merci.